Bonjour à tous, c'est un interview que je vous propose dans cette vidéo. Alors il vous faudra prendre un peu plus de votre temps pour écouter que d'habitude, c'est un peu plus long. Alors depuis un certain nombre d'années, les réseaux sociaux, Internet et tous les moyens de communication à notre disposition s'intéressent à ce qui est toujours plus rapide, toujours plus nouveau. Mais ceux qui prennent leur temps, car en fait ils ont travaillé toute leur vie pour cela, ont beaucoup moins voix au chapitre. J'ai décidé de donner la parole aux aînés du monde du vin comme témoignage de notre histoire et de notre patrimoine, non pas dans un esprit de c'était mieux avant, mais plutôt dans un esprit de transmission des connaissances et des savoirs. Nous commençons cette série avec un vigneron bourguignon du Mâconnais, Daniel Guyot du village de Vergisson. Alors, bonne vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je précise que c'est gratuit, il suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge. À très bientôt! Bonjour Monsieur Guyot, j'ai choisi de vous interviewer parce qu'il semble que depuis le début de cette situation d'épidémie 2020, les gens de votre âge et plus nous quittent et emportent avec eux la mémoire du passé, de leur passé, et c'est pourtant ce qui a écrit notre histoire, votre histoire. Il me semble important que nous gardions une trace de votre contribution à la viticulture, particulièrement à celle du Mâconnais, puisque nous sommes dans le village de Vergisson, en Saône-et-Loire. Monsieur Guyot, vous êtes issu d'une famille de vignerons de Vergisson. Savez-vous depuis quand la vigne est cultivée dans votre famille? Mes ancêtres étaient dans la région depuis 1800. Mais mon père a repris l'exploitation en 1930. Mon grand-père était gendarme à cheval et il n'a jamais exploité. Alors, mon père, je n'ai jamais su pourquoi il est tombé là-dedans, parce qu'il avait fait des études de dessin industriel et il ne s'est pas du tout destiné à faire ce genre de choses. Bon, en fin de compte, il n'était pas un vigneron dans l'âme, c'était plutôt un administratif. Il s'est beaucoup occupé du village et du cru Pouilly-Fuissé. Vous-même, avez-vous choisi de devenir vigneron ou alors est-ce que vous auriez aimé faire autre chose? J'étais plutôt attiré par la mécanique, mais moi, de mon temps, on ne choisissait pas. Mon père m'a inscrit dans un lycée agricole, une fois que j'avais fini mes années de collège. Et puis, en 1957, j'ai rejoint l'exploitation et puis en 1965, je me suis marié et je me suis installé. Alors vous êtes né au début de la Seconde Guerre mondiale. Vous aviez 6 ans lorsqu'elle s'est terminée. Avez-vous des souvenirs de cette triste période? La maison où j'habitais était située au milieu du village. Et j'entendais la nuit passer les Allemands avec leurs véhicules et tout. Je me rappelle une fois que les gars du maquis étaient venus voir mon père et ils voulaient récupérer sa voiture. Bon, la voiture ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient faire. Et moi, j'étais pas content parce que ils venaient piquer ma voiture. Vous vous souveniez de quelle voiture c'était? Oui. Une 201D queue de castor. Si ça vous dit quelque chose. Non. Non, ça me dit rien. Alors, pourriez-vous dire que cette période, elle a marqué votre existence? Ou est-ce que finalement vous étiez trop petit, trop jeune et que vous avez assez vite oublié ce passage? Oui, je me rappelle aussi que mon père partait toutes les nuits surveiller les lignes de chemin de fer de Mâcon pour éviter que les gars du maquis viennent faire sauter les voies. C'est les Allemands qui les obligeaient. Ils étaient plusieurs dans le village.
qui partaient à tour de rôle. Et c'était pas mal perçu par la population et par les maquisards? Ben si, justement. Ben oui. Mm. Mais on n'avait pas le choix, il fallait y aller. Alors, est-ce que lorsqu'on est agriculteur ou viticulteur dans les années 60, on profite de cette jeunesse en mouvement, de ce changement de société, ou alors est-ce que c'est plutôt une vision citadine? Par exemple, je pense aux années yéyé, à cette forme d'insouciance qu'il pouvait y avoir à cette époque. Eh bien, nous autres dans les campagnes, toutes ces années folles de ville, on n'était pas du tout concernés. On n'avait pas la télé, on n'avait pas le téléphone, donc on vivait calmement. Par contre, ce qui nous inquiétait beaucoup, c'était la guerre d'Algérie. Bon, moi j'ai pas été en Algérie parce que j'avais un problème de santé, mais j'ai eu pas mal de copains, quelques copains, qui ne sont pas revenus. Et ça nous inquiétait beaucoup. On en parlait beaucoup entre nous, quoi. On dit, tiens, un tel est pas revenu. Il revenait ici, mais enveloppé. Alors, est-ce que vous avez toujours été vigneron, 100%, ou alors est-ce que vous avez fait de la polyculture? Alors, en 1965, je faisais un peu de la viticulture. J'avais 2 hectares de vignes et 2 vaches. On vivait. Bon. Et puis, mon père me disait toujours, si tu vends tes vaches, tu ne peux pas vivre. Il n'avait peut-être pas tort, mais enfin bref. J'avais un cheval, j'avais un cheval, et bon, j'ai connu le travail de la vigne, bien sûr. Et en 1968, j'ai acheté un tracteur. Puis ma foi, la vie a continué comme ça, et puis... Et après, je me suis agrandi. J'ai planté des vignes, j'en ai loué. Et puis, j'en ai parti. Et les vaches, à cette époque-là, vous vendiez des fromages ou c'était juste pour la famille? On vendait du lait. C'était le bazar. 2 vaches. C'est des vaches folkloriques. C'était quoi comme race de vaches? Montbéliarde. Des Montbéliardes? Oui, en plus, c'est plutôt des vaches pour la viande que pour le lait. Faisait les deux. Faisait les deux. Ça vous a pas fait peine de vous en séparer? Oh non, pas du tout. Non. Ah non, Non. ah non, les vaches. Et votre premier tracteur, c'était un tracteur comme ils existent actuellement, des tracteurs enjambeurs, ou c'était un tracteur agricole normal? C'est un tracteur enjambeur de marque, c'est un Bobard de 1968. Que maintenant le tracteur actuel n'a plus rien à voir avec cela. C'était pas trop dangereux? Non. Non, pas plus que maintenant. Oh non. Fallait faire attention. C'est un tracteur qu'on trouve dans le Beaujolais, avec un plateau, un treuil et tout. Je l'ai toujours. Ah oui? Ah oui. Et il marche toujours? Je pense que je pourrais encore le mettre en route, oui. Alors, en fait, à partir de 1970, vous devenez que viticulteur. Et comment vous avez fait pour vous agrandir, pour agrandir votre domaine? Eh bien, après 1970, pour agrandir mon domaine, j'ai fait des locations de vignes à la commune et j'ai planté toutes les parcelles qui étaient plantables pour agrandir mon exploitation. On avait grêlé 11 fois en 70. 11 fois? Oui. À partir de la 5e fois, il n'y avait plus rien. C'était le désert. Et là, dans des années comme ça, 0 récolte à cette époque-là, ça devait peut-être pas être très simple. Il n'y avait plus rien. Plus rien. Une grêle, c'est 2 ans. Alors l'année 71, c'était tout petit peu. Puis après, ça repartait, quoi. Il fallait compter 2 ans presque sans récolte. C'est pas facile. J'ai commencé à faire de la bouteille dans les années 85. On a créé des chambres d'hôtes dans les années 85
Puis je vendais mes bouteilles aux mes clients de chambre d'hôte. J'avais 2 importateurs en Belgique et en Angleterre. Et mes touristes, les touristes de passage. Et mon Dieu, ça marchait quand pas trop mal. C'était plutôt... vous aviez un besoin de vous agrandir pour pouvoir mieux vivre ou c'était... Ah oui. Oui, c'était vraiment ça. Ah oui. Ah oui, fallait vivre. Parce que vivre avec 2 vaches et puis 2 hectares de vigne, on vit, c'est tout. Oui, oui, mais pas très bien. On vivait. Alors, est-ce que vous avez constaté au fil des ans, années 70-90, que le monde agricole changeait avec plus d'utilisation de produits phytosanitaires? Et quel regard portez-vous sur cette situation avec maintenant un peu de recul? Il y a eu une énorme évolution dans toutes ces années-là. Parce que moi j'ai connu la pioche, la bêche, le tracteur bien sûr. Mais au niveau des produits des phytosanitaires, c'était la catastrophe pour nous. On employait des produits dangereux. Personne ne nous mettait en garde toutes ces choses-là. Et c'était quand même monstrueux de nous vendre ces trucs-là. Bon, évidemment, on avait des résultats au niveau viticole, raisin et tout, on avait une vigne superbe, mais à quel prix? Pour la santé, pour notre santé, je me rappelle qu'avec les mains, on mélangeait les produits. Et c'était une horreur. Et vous n'aviez pas conscience que ça pouvait être dangereux pour vous? Non, tout le monde disait ça. Personne ne nous a dit « Stop, faites pas ça, jamais ». Non. On était tous à la même enseigne. Les cancers de la thyroïde, des trucs comme ça. On ne savait pas pourquoi. Mais... Et à quel moment vous avez commencé à prendre conscience que c'était dangereux? Oh, dans les années 95, on commençait. On faisait de la lutte raisonnée. Moi, je traitais toujours quand c'était nécessaire. Et il y en a d'autres qui continuaient à traiter. On faisait des essais nous-mêmes. Hein. Maintenant, c'est différent. Est-ce que vous pensez que c'est plus difficile de s'installer comme vigneron maintenant? Je pense que oui. Parce que maintenant, un jeune qui s'installe, il a des charges énormes que nous autres, on n'avait pas. Bon, on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était vrai, mais on vivait. Ça allait. Maintenant, c'est horrible pour eux. Ils sont obligés d'avoir des hectares de vignes pour arriver à vivre. Oui, c'est un engrenage, il y a beaucoup d'administratifs, oui. On nous oblige à beaucoup investir et c'est un engrenage. C'est un engrenage. Vous n'aviez pas cette sensation-là? On investissait quand on avait besoin. Mais maintenant, je vois que c'est fini ça. Il faut investir. Alors, qu'est-ce que vous aimiez le plus faire dans votre métier de vigneron? Ce que j'aimais le plus faire, c'était la taille, tailler la vigne. Parce qu'on taille pour la prochaine récolte. Et ça nous permet de voir beaucoup de choses, la végétation et tout. Et puis le travail de la cave. Le travail de la cave, c'est important. Le suivi des vins. Voir si la vinification se passe bien, si la progression du vin dans les fûts, c'est important. J'aimais bien la vigne, mais j'aimais bien la cave aussi. Et recevoir les clients aussi? Bien sûr. Et votre épouse, quel rôle elle avait dans le domaine? Alors, elle s'occupait des chambres d'hôtes, bien sûr. Elle s'occupait du commerce du vin, les clients. Et puis, elle allait dans les vignes. Et puis, elle s'occupait de tout, enfin tout ce qui tourne dans la maison. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle classification des Pouilly Fuissé? Ça, c'est une bonne chose. Parce que
Ça permet au vin de la Bourgogne du Sud de rattraper, disons que de rattraper un peu la Bourgogne du Nord. Un premier cru, c'est très bien. Bon, je vois pas qu'il y ait des objections à ce genre de choses. Non. Oui, pour vous, c'est plutôt positif. Ah oui. Vous n'avez pas peur que ça fasse trop flamber le prix du foncier? Ah ben ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est une affaire à suivre. Pour vous, quel serait le meilleur millésime de votre carrière? 76. Une année 60. C'était une petite récolte, mais un vin sensationnel. C'était l'année de la sécheresse. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous maintient en forme? Ben, disons que la gym, on fait de la gym quand on peut. Et puis garder le moral. J'ai une 4 chevaux qui date de 53. Et j'ai une 2 chevaux qui a 31 ans. Et vous aimez sortir avec laquelle? Ça dépend le temps. S'il fait des temps comme ça, je ne sors pas. S'il fait beau, je sors en 2 chevaux. On enlève la capote. C'est agréable. Autrement, je sors la 4 chevaux. Les vignes vous manquent pas? Les vignes? Non. Non. Il fut un temps, le genre de m'appeler pour les tracteurs pendant les vendanges. Fini. Non. Place aux jeunes, ceux qui ont envie de travailler. Et alors, Monsieur Guyot, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Si c'était à refaire, eh bien, je ne me battrais pas pour la mécanique. Oui, je suis content de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai pas trop fait d'erreurs. Mais j'aime bien faire un tour dans les garages. J'avais beaucoup de copains, mais ils sont partis à la retraite ou alors ils sont morts. Mais j'aime encore bien faire un tour dans les garages que je connais. Voir ce qui se passe. Ça, c'est comme ça. Donc, vous referiez la même chose? Ah oui. Ah oui. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Des hauts et des bas, évidemment. Mais en fin de compte. Bon, la roche de Solutré a veillé sur vous toute votre vie. Ben oui, là, on la voit plus en ce moment. Elle est pleine d'embrouillards. Elle est dans le brouillard. Merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien. Pour essayer. You're thinking I'm a little too romantic, oh, but